Bonjour à tous, mon nom est Julien Glaudois et j'ai l'honneur cette fois-ci de vous présenter un collègue, Vincent Huard-Pelletier. Vincent, c'est un technicien en diététique et un kinésiologue qui a aussi une maîtrise en sciences de l'activité physique de l'UQTR. Il complète présentement son doctorat en sciences biomédicales sous la direction de Jean Lemoine et François Trudeau. Vincent, c'est un ancien joueur de hockey qui s'intéresse maintenant au développement sportif et aux aspects psychosociaux du sport. Sa présentation s'intitule La spécialisation sportive dans le hockey québécois, le portrait actuel. Bonne présentation tout le monde. Merci pour l'introduction. Comme Julien vient de le mentionner, mon nom c'est Vincent Huard-Pelletier. Ma présentation s'intitule La spécialisation sportive dans le hockey québécois, portrait de la situation actuelle. Donc, on va commencer avec la base. La spécialisation sportive, c'est quoi au juste? On peut définir la spécialisation comme une pratique intensive d'un seul sport organisé durant au moins 8 mois qui nuit à la pratique d'autres activités, que ce soit culturelles, sportive ou scolaire. Donc, c'est une pratique qui est assez intensive et qui prend beaucoup de temps dans la vie d'un jeune. C'est une méthode, c'est un modèle de développement qui est issu des pratiques des entraîneurs soviétiques. Donc, durant la guerre froide, durant les années 60, 70, 80, les entraîneurs soviétiques prenaient des jeunes à un très jeune âge, 3, 4, 5 ans, puis on les mettait dans des instituts d'entraînement où est-ce que les jeunes s'entraînaient très fort, puis une fois arrivés à l'âge où ils pouvaient participer aux Olympiques, bien souvent les Soviétiques dominaient la compétition. Par la suite, dans les années 90, il est apparu la fameuse règle des 10 000 heures, où est-ce que, entre autres, Erickson, dans une de ses études, a stipulé que ça prenait 10 000 heures à un enfant ou à un humain en général pour arriver à un niveau d'expertise classé expert dans son domaine. Les premières études ont été faites avec des joueurs de violon, des joueurs de piano, des joueurs d'échecs, des scientifiques, des chanteurs. Donc, on a pris des gens de plein de domaines différents. Et en moyenne, il y avait investi 10 000 heures avant d'arriver au niveau expert, si vous voulez. Donc, ça, c'est les fondements historiques de la spécialisation sportive. Maintenant, pourquoi les athlètes s'engagent-ils justement dans la spécialisation sportive en jeune âge? C'est quoi leur attitude, c'est quoi leur croyance par rapport à ça? Bien, une étude en 2018 de Brooks et al. Qui nous dit que 91% des jeunes Américains croient que le fait de se spécialiser va leur apporter plus de chances de s'améliorer dans leur sport. Il y a aussi 81% de ces jeunes-là qui croient que le fait de se spécialiser en jeune âge va favoriser leur sélection dans une équipe collégiale ou universitaire. Dans notre contexte québécois, ça peut être une équipe midget 3A, une équipe collégiale ou même de la Ligue junior majeure du Québec, par exemple. Cependant, il y a uniquement 45% de ces jeunes-là qui pensent que le fait de se spécialiser va les mettre à risque de se blesser à court, moyen ou long terme. Donc, beaucoup de croyances positives par rapport aux bénéfices, très peu de croyances négatives par rapport aux inconvénients de se spécialiser. Qu'en est-il sur le terrain? Bien, il y aurait 70% des jeunes hautement spécialisés qui évoluent dans la NCAA qui auraient reçu une bourse d'études collégiales. Donc, c'est quand même un gros pourcentage. De plus, les jeunes qui se spécialisent avant 14 ans ont significativement plus de chances d'être recrutés aussi au hockey universitaire américain. Donc, on voit qu'il n'y a pas juste du négatif, dans le fond, au fait de se spécialiser. Cependant, là, on va regarder l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup de points négatifs, autant au niveau physique, psychologique qu'au niveau des performances. Au niveau physique, vous avez 1,6 fois plus de chances de souffrir de blessures de surutilisation. Ça, c'est quoi? C'est des périostites, c'est des opérations Tommy John au baseball, c'est des douleurs aux hanches, aux genoux pour les gardiens de but au hockey. Donc, 1,6 fois plus de chances de souffrir de ce genre de blessures-là si on est dans un processus de spécialisation en jeune âge. Deuxièmement, au niveau de la santé psychologique, bien, vous avez un jeune spécialisé a plus de chances de souffrir de burn-out, d'avoir du stress, de se mettre beaucoup de pression par rapport à ses performances. Au bout de quelques années, bien, ça entraîne une perte de motivation dans la pratique du sport, mais dans la pratique de l'activité physique en général.
On dénote aussi un sentiment d'isolation sociale. Pourquoi? Ben, le jeune qui s'investit à 100% dans son sport, qui néglige un peu le côté social, le côté scolaire, le côté culturel, ben, il n'y a pas 3-4 cercles d'amis, il y en a un cercle d'amis, puis c'est juste les gars de hockey, dans le fond. Ce qui est bon, mais ce qui peut l'isoler par rapport à d'autres élèves qui ont un tissu social plus rempli. Il y a aussi le phénomène des regrets qui peuvent arriver une fois que le joueur de hockey arrive à l'âge adulte. Il regrette de ne pas être sorti la fin de semaine, il regrette de ne pas avoir sorti des fois les soirs de semaine avec ses amis, il regrette de ne pas avoir passé plus de temps à avoir appris de la guitare, à s'être mis au chant, à avoir mis du temps pour jouer au soccer, donc, etc. Vous voyez, tout cet investissement-là, il y en a beaucoup qui le regrettent une fois rendu à l'âge adulte. Il y a aussi un problème de formation de l'identité à l'adolescence. C'est une période qui est assez critique pour la formation de notre personnalité, de notre identité en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Mais les jeunes qui se spécialisent, leur identité, ils se la forment uniquement à travers le hockey. Donc, moi, je suis un bon joueur de hockey, je patine vite, ou moi, je suis plus un grinder, je joue physique, je suis le gars qui vient défendre mes coéquipiers. Une fois que le hockey s'arrête, ou une fois que le sport organisé s'arrête, bien, ces gens-là ne savent plus vraiment je suis bon dans quoi, où est-ce que je m'en vais, qui suis-je. C'est des questions existentielles, sauf que lorsque ton existence gravite uniquement autour du hockey, c'est des questions qui deviennent sans réponse rendues à l'âge adulte. Au niveau des performances, on l'a vu dans la diapositive précédente, les jeunes ont plus de chances de se faire sélectionner dans des équipes collégiales ou même midget 3A, on va dire, si ils sont plus spécialisés. Cependant, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, 22, 23, jusqu'à 25 ans, et on regarde l'élite mondiale, que ce soit la NHL, les équipes olympiques, les championnats du monde dans d'autres sports, bien, on a beaucoup plus de jeunes non spécialisés qui arrivent à ce niveau-là que de jeunes spécialisés. Donc, les effets sur la performance de la spécialisation seraient positifs à court terme, très court terme, mais négatifs à long terme. Donc, ça, c'est les effets négatifs de la spécialisation qui ont été principalement recensés dans la littérature. En observant ce contexte-là, je suis arrivé à me poser 3 questions de recherche. Donc, premièrement, quelle est la prévalence de la spécialisation sportive dans le hockey organisé québécois? Deuxièmement, est-ce que ce niveau de prévalence-là va changer en fonction du calibre de jeu dans lequel le jeune évolue? Et 3, est-ce que la présence de spécialisation est associée à d'autres facteurs d'influence pour le développement sportif, comme par exemple la pratique d'activité physique, le soutien social et la perception de soi? Donc, ça nous a apporté à faire une étude à l'hiver 2018 où est-ce qu'on a procédé à une collecte de données avec 440 hockeyeurs québécois âgés entre 12 et 17 ans, des hockeyeurs qui venaient de toutes les régions du Québec. On en avait de l'Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Capitale-Nationale, Mauricie, Montréal. Donc, vous voyez le complet. Le portrait, c'était assez complet. On a eu aussi 50% de jeunes qui évoluaient dans un calibre compétitif et 50% dans un calibre récréatif. Donc, on a une très bonne vue des deux situations qui sont assez différentes. Le jeune qui joue midget 3A, le jeune qui joue Bantam B ou Pee-Wee A, c'est pas nécessairement le même entourage, c'est pas le même niveau de motivation. Il y a plein de facteurs qui peuvent changer. Donc, on a recueilli des données pour les 440 joueurs par questionnaire. Par la suite, on a fait vraiment une panoplie d'analyses statistiques et ça nous a permis d'écrire, entre autres, 2 articles scientifiques à propos de ce sujet-là. Maintenant, on tombe dans les résultats. Donc, pour répondre à ma première question de recherche, quelle est la prévalence de la spécialisation sportive dans le hockey québécois, le hockey organisé? Finalement, les chiffres, c'est qu'il y aurait 40% de nos hockeyeurs qui seraient classés comme hautement spécialisés, 32% qui le seraient modérément et 28% qui le seraient un peu ou pas. Je ne vous cacherai pas qu'il y a presque 0% qui ne le sont pas du tout. C'est dans le 28%, c'est la très grande majorité le sont un peu. Pourquoi? Bien, on a un calendrier qui dure une très grosse partie de l'année en partant, donc c'est dur de ne pas se spécialiser du tout au hockey. C'est des résultats qui étaient attendus, comme je le disais,
Le hockey, c'est le sport national. Les saisons durent de septembre au mois de mars, avril, tout dépendant de la ligue, tout dépendant du cheminement de l'équipe. Et il y a plusieurs activités de développement aussi qui sont offertes durant la saison morte. Je pense aux camps d'entraînement spécialisés, aux camps de mise en forme, aux skills coach, à ceux qui se prennent des entraîneurs en individuel, aux ligues de printemps. Donc, c'est facile pour un joueur de booker un 12 mois de hockey s'il le veut et si le portefeuille des parents suit. Donc, deuxième question de recherche. Est-ce que la prévalence de la spécialisation sportive change en fonction de l'âge? Oui. En fonction du calibre de jeu. Donc, oui, il y a des différences significatives entre le niveau de spécialisation des jeunes élites et récréatifs. Nos jeunes hautement spécialisés, il y en a 29 % qui sont dans l'élite, 50 % dans le récréatif. Modérément spécialisés, 35 % dans l'élite, 30 % pour le récréatif. Et le peu ou pas spécialisé, on est à 36 % versus 20 %. Ça, c'est des résultats qu'on n'attendait vraiment pas. On a vraiment été surpris quand on a fait l'analyse du niveau de spécialisation en fonction du calibre de jeu. Personnellement, j'avais comme hypothèse qu'on allait retrouver plus de spécialisation chez les jeunes qui jouaient Bantam 2A, Pee-Wee 3A, dans le circuit vraiment de développement plus élite, et qu'on allait en trouver moins dans le Pee-Wee B, dans le Pee-Wee A, dans les ligues locales. Finalement, c'est définitivement pas le cas. 3 explications qui peuvent venir expliquer cette constatation-là. Donc, probablement que nos entraîneurs qui évoluent dans le calibre vraiment élite sont plus compétents à la base et ont tendance à encadrer les jeunes de façon plus pédagogique du point de vue de la spécialisation sportive. Peut-être qu'on a plus d'entraîneurs qui sont kinésiologues, qui sont enseignants, ou qui ont un gros bagage d'expérience comme anciens joueurs. Deuxièmement, probablement que les formations de Hockey Québec donnent aux entraîneurs élites, encouragent des pratiques saines et un développement sain du sport à long terme. Donc, les entraîneurs qui évoluent, par exemple, dans le midget 2A sont plus formés que ceux qui évoluent dans le Bantam B. Donc, cette formation-là pourrait peut-être faire que les jeunes se spécialisent moins. Sinon, l'explication la plus simple, c'est vraiment que les jeunes qui évoluent dans l'élite seraient naturellement plus habiles, plus talentueux, donc sont juste bons dans plusieurs sports. Si j'ai un jeune qui est élite au hockey, mais qui est aussi élite au soccer, ce jeune-là a des chances de s'inscrire au soccer l'été ou a des chances d'aller essayer le baseball. Tandis que le jeune qui ne se sent même pas compétent dans son sport de prédilection, qui est le hockey, il va se dire « Ouf, si j'en arrache au hockey, je ne serai sûrement pas bon au baseball, je n'ai jamais essayé le baseball. » Donc, il y a cette explication-là aussi qui peut relier justement à l'identité des jeunes, qui peut nous en dire un peu. Par la suite, est-ce que la présence de spécialisation est associée à d'autres facteurs du développement? Oui. Réponse courte, la spécialisation est associée à la pratique d'activité physique. 93 % des peu ou pas spécialisés et 68 % des jeunes hautement spécialisés sont actifs quotidiennement. Très bon résultat. Plus de 2 tiers des jeunes, même des hautement spécialisés, sont actifs quotidiennement, ce qui est loin d'être mauvais. Sauf que quand on compare les deux, les jeunes qui sont peu ou pas spécialisés sont beaucoup, beaucoup plus actifs. Ils vont être actifs en termes de volume. À la fin de la semaine, ils vont en avoir fait plus, mais ils vont aussi en avoir fait plus un peu chaque jour. Donc, ce n'est pas juste une grosse pratique la fin de semaine, c'est plus régulier aussi comme pratique. Les peu ou pas spécialisés ont aussi une plus grande pratique d'activité physique lorsqu'on détache la saison du off-season. Donc, ils sont plus actifs dans les deux. Encore plus dans l'off-season. Durant la saison, les jeunes ont un calendrier de hockey, il y a l'école, donc il y a moins de marge de manœuvre, il y a moins de place où est-ce qu'il peut y avoir du flottement. Dans l'off-season, lorsqu'on arrête toutes les activités qui sont organisées, qui sont cédulées, supervisées, là, on laisse les jeunes plus libres de décider ce qu'ils veulent faire. Puis là,
bien, il y a un creux qui se dessine entre les joueurs spécialisés et non spécialisés. Ceux qui sont spécialisés font à peu près juste de la pratique de hockey l'été, essaient de s'améliorer, tandis que les autres vont essayer, par exemple, comme j'ai dit tantôt, soccer, baseball, football, course à pied, entraînement. Ils essaient un peu plus de tout. La grosse différence dans ce qu'on a mesuré, nous, dans notre étude, c'est que les jeunes peu ou pas spécialisés font beaucoup plus d'activités comme les loisirs actifs, les activités cardiovasculaires, que ce soit d'aller faire de la natation, du vélo, de la course, etc. Et plus de musculation, si vous voulez, dans la salle d'entraînement. Ça ne sera pas le cas cet été parce qu'ils sont fermés, mais en 2018-2019, c'était le cas. Donc, par la suite, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux attitudes que les jeunes ont par rapport à plusieurs types d'activités physiques? Bien, les peu ou pas spécialisés, les joueurs de hockey peu ou pas spécialisés, ont une attitude significativement plus favorable que les hautement spécialisés par rapport aux activités cardiovasculaires et à l'entraînement musculation. Donc, tout ce qui est comportement de conditionnement physique, les peu spécialisés ont tendance à plus aimer ça. Donc, j'aime pas juste jouer au hockey, j'aime l'entraînement qui vient avec, ou même j'aime m'entraîner pour le plaisir. Ça, à long terme, on se dit que c'est un très bon indicateur de la continuité de l'activité physique parce qu'on arrête de jouer au hockey. J'arrête de faire de la glace, j'arrête de patiner. Bien, il me reste encore la salle d'entraînement où est-ce que je peux aller m'entraîner 4-5 fois par semaine, par exemple, lorsque le jeune arrive au cégep, à l'université ou dans sa vie adulte. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Puis j'ai été quand même amusé de voir que ça se confirmait dans nos résultats de recherche. Les jeunes peu spécialisés se sentent significativement aussi moins endurants que ceux qui sont hautement spécialisés au niveau cardiovasculaire. Donc, ils sentent qu'ils sont moins en forme aussi. Ça, c'est un autre point assez important. Si on sent qu'on est moins en forme, on va avoir moins tendance à pratiquer des activités qui nous demandent d'être en forme. Pour finir, recommandations pratiques. Je vais rester vraiment dans le général, dans le simple aussi, parce que je suis conscient qu'il y a peut-être des gens qui écoutent la vidéo qui sont soit dans le pro, dans le junior, dans le midget 3, mais j'ai peut-être aussi des parents d'enfants atomes, puis oui ou novices. Donc, on va garder ça assez simple, favoriser le long terme par rapport au court terme. La spécialisation, s'engager là-dedans pendant, on va dire, une année, ça peut aider à un petit coup de pouce au développement de votre jeune. Par exemple, si votre jeune passe du pee-wee au bantam, on n'est pas certain pour le début du contact. On pense qu'on est capable de faire l'équipe 2A, mais on est vraiment à sa limite. Peut-être que passer un été plus intense en entraînement, ça peut avoir des bénéfices. Peut-être que non aussi. Une chose est certaine, si vous vous engagez dans un processus comme ça à chaque saison, bien, rendu à 20, rendu à 22, peut-être que votre enfant qui va être rendu adulte ne voudra plus du tout en jouer du hockey ou peut-être même plus du sport en général. Ça arrive à plusieurs gens, c'est arrivé à plusieurs de mes connaissances. Donc, faites attention de ne pas sacrifier le long terme pour avoir un petit gain dans le court terme. Deuxièmement, diversification à prioriser par rapport à la spécialisation. J'ai pour mon dire que faire la même chose, le même sport, à longueur d'année, de 5 à 20 ans, oui, OK, on s'améliore, on devient meilleur. Sauf que plusieurs des meilleurs sportifs sur la planète ont passé 5, 6, 7, 8 années même à pratiquer un autre sport l'été, que ce soit la crosse, que ce soit le baseball, que ce soit la course à pied, le conditionnement physique, n'importe quoi. On a plein d'exemples dans le sport professionnel. Un gars comme Wayne Gretzky est un excellent joueur de crosse, aurait pu faire l'équipe nationale. Un gars comme Michael Jordan est capable de jouer au baseball. On a plusieurs athlètes qui font 2 à 3 sports, même au niveau NCAA. Donc, on diversifie le plus possible. Ça ne donne rien de juste aller tout le temps dans la même direction. Les 2 derniers points vont assez ensemble, donc je vais les englober. Prioriser le jeu et les loisirs aux entraînements dirigés et favoriser l'autonomie à la supervision. Je m'explique. C'est normal que dans un parcours de joueur de hockey, si je veux améliorer mon lancer frappé, bien que je fasse des lancers frappés en arrière de la maison, sur le mur, snapper sur le mur de la maison ou snapper d'un but ou snapper sur une ancienne laveuse comme Sidney Crosby. J'ai absolument rien contre ça. Ça en prend un peu de la répétition, de la pratique pour s'améliorer des fois.
surtout dans des choses un peu plus techniques comme les lancers, par exemple, ou les feintes. La chose que je veux vraiment vous conscientiser par rapport à ça, c'est essayer de le faire comme un jeu. Essayer de rendre l'expérience vraiment ludique, de la rendre interactive, de vous-même en tant que parent participer. Si j'ai, on va dire, l'exemple d'un père ou d'une mère qui regarde l'enfant se pratiquer, qui donne des cues une fois de temps en temps, mais qui reste assez axé sur l'amélioration, bien, ça se peut que le jeune, au bout d'un mois, 2 mois, ou même 1 an ou 2 ans plus tard, bien, il voit ça, cette pratique-là, comme de la corvée. Tandis que si vous commencez à pratiquer avec eux, de faire des jeux, de lancer des défis, des fois de faire même des niaiseries en avant d'eux autres, d'employer de l'humour, bien là, ils vont associer vraiment l'amélioration, la pratique au jeu, au plaisir, puis ça va les suivre même durant une partie de la saison. Donc, on joue un peu moins au superviseur, un peu moins au surveillant, un peu moins à l'entraîneur, plus à l'animateur de foule, plus au papa gâteau. Vraiment, on essaie de retomber en enfance avec nos enfants quand c'est le temps de pratiquer avec eux. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous comme recommandation pratique pour l'instant. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions par rapport à votre contexte précis. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais comme je vous disais, je pourrais presque faire des recommandations pratiques pour chaque groupe d'âge, dans le fond. Donc, on va terminer ça avec la conclusion. Mon projet de recherche est une étude qui révèle des résultats sur la prévalence et certaines conséquences de la spécialisation sportive chez les jeunes hockeyeurs québécois. Ce qui s'en vient pour nous en recherche, c'est une étude sur les comportements qui vont favoriser le développement des hockeyeurs, mais en contexte de confinement. On sait que c'est une problématique, on sait qu'il y a plusieurs jeunes qui se demandent quoi faire cet été, qu'il y a plusieurs entraîneurs, plusieurs parents qui se posent aussi plein de questions. On veut sonder les attitudes des jeunes par rapport justement à l'entraînement. Est-ce qu'ils vont pratiquer quand même leur cardio, leur feinte, leur lancer, etc.? Est-ce qu'ils vont se garder en forme? Ou si au contraire, ils sont totalement démotivés. Puis le but de notre étude après ça, c'est de venir remesurer tout ça à l'automne, puis peut-être un peu plus loin durant la saison pour voir si ça a vraiment affecté pour le meilleur ou pour le pire le développement des jeunes. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment de votre attention. Bonne fin de colloque, puis merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.